merci de votre présence. Je vais vous présenter nos intervenants. Nous avons la chance ce matin d'avoir deux membres éminents effectivement de la délégation interministérielle au numérique en santé, à la personne de Ella Charliani, qui est donc la co-responsable du numérique en santé, et puis Yves Pascal, qui est directeur de projet SI de crise à la délégation interministérielle. Nous avons aussi à la table évidemment Bruno Gauthier, qui s'occupe chez nous, vice-président du syndicat des biologistes, qui est aussi président national de la Société française d'informatique de laboratoire et qui nous accompagne pour évidemment le cas d'usage aussi et puis voir un petit peu comment ça peut évoluer au travers du numérique. Le professeur Corinne Isnard-Bagnis, qui est néphrologue à la PHP à Sorbonne et qui est coordinatrice évidemment du NIRIN et créatrice aussi du premier DU en numérique en santé. Donc je vous laisse la parole. Ella. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, pour vous partager peut-être une expérience assez inédite qu'on a tous traversée ensemble, pouvoir public, professionnels de santé, entreprises aussi du numérique en santé, face au Covid. Si on se souvient, on est en mars 2020, on avait à l'époque pas de manière de suivre l'épidémie de façon fiable, statistique, à l'échelle nationale. Donc on a mis en place quelque chose qui avait été discuté, je ne sais pas, depuis des années, enfin François, tu pourras le dire bien mieux que moi, mais sur un projet qui consistait en fait à faire remonter les informations épidémiologiques directement depuis les laboratoires de biologie médicale, en ville comme à l'hôpital. C'est comme ça qu'est né le dispositif SIDEP. On va vous décrire un petit peu comment est-ce qu'il a fonctionné, mais peut-être ce qui est le plus important à retenir, c'est que ça a été fait dans un calendrier assez rapide. C'est ce qui nous a permis d'avoir des données statistiques sur l'état de l'épidémie au printemps 2020 et c'est ce qui nous a en fait permis de déconfiner petit à petit grâce à des données fiables qui remontaient directement des résultats de dépistage du Covid à l'époque. Donc on va balayer un petit peu ensemble à plusieurs voies l'aventure qui a été la mise en œuvre de ce dispositif-là et ce que l'on en retient aujourd'hui pour les maladies à signalement obligatoire et tous les risques épidémiaux qui pourraient être des informations intéressantes en termes de santé publique remontées directement des laboratoires de biologie médicale, notamment en ville. Oui, alors, pour remettre un petit peu le contexte là aussi, on est donc au début de la crise sanitaire, février-mars. Les autorités sanitaires cherchent à collecter les données et il n'y a pas de système organisé sauf un système qui s'appelle 3 labos mais qui a des disparités territoriales et chaque ARS, chaque CEPAM demande au laboratoire de remonter des données mais chacune avec un format différent, avec des supports différents et je ne vous parle pas de la sécurité des données qui étaient complètement mises de côté. Donc très rapidement, la DNS s'est posé la question de mettre en place un système d'information qui permettait de récupérer l'ensemble des données. Et quelques jours après le premier confinement, la DNS m'appelle en disant bon, voilà, c'est pas possible, il faut absolument qu'on arrive à mettre en place un système qui coordonne l'ensemble des laboratoires. Très vite, on a défini une architecture cible très rapidement. Après, il a fallu le go de la DGS qui a été donné début avril. À partir de là, il y a eu plusieurs chantiers qui ont été menés en parallèle. Un chantier architecture pour construire l'infrastructure qui pouvait supporter la récolte de ces données et l'utilisation secondaire de ces données. Un chantier méthodologique où on a dû définir les modalités de résultats et un chantier juridique parce qu'il fallait absolument que la collecte des données soit encadrée dans le temps de la crise sanitaire. Et donc vous voyez sur cette frise chronologique qu'on a eu une étape d'idéation à partir de mi-mars et que le projet, on savait que le déconfinement avait lieu le 11 mai et on avait pour mission de mettre en place ce système d'information pour le 11 mai. On a eu un petit décalage de 2 jours, mais la mission a été réussie et le challenge rempli. Et
Le challenge a continué parce qu'au départ, on était parti sur 50 000 tests et la collecte de simplement 50 000 tests. Et vous allez voir dans les diapositives suivantes que le projet s'est largement enrichi et on est allé jusqu'à collecter plusieurs millions de tests par jour. Alors, tout à fait, sur ce challenge qui avait amené, c'était surtout un défi humain, puisque donc on a eu énormément de participants, comme on l'a indiqué, que ce soit dans les différents domaines. Et je ne vais pas anticiper la conclusion, mais c'est vraiment cette coordination globale avec tout le monde qui était soudé et véritablement donc au niveau des directions d'administration centrale des ministères, plusieurs ministères, toutes les agences, donc les éditeurs de logiciels, les professionnels de santé, tous les professionnels de santé qui étaient impliqués. On est allé même aussi au niveau donc du Conseil d'État, de la Commission européenne aussi sur l'ensemble des dispositifs qui a évolué par la suite. Et tout ça, d'avoir un système donc efficient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et essayer d'anticiper au maximum toutes les évolutions qui arrivaient. Et tout ça piloté alors par les délais, mais je dirais piloté plutôt par le virus. C'est lui qui, à chaque fois, donc au gré de ces mutations, délétions et toutes ces variations, qui nous a amené à faire alors il y a eu beaucoup d'innovations biologiques justement au fil du temps et l'adaptation constante donc des systèmes d'information pour pouvoir donc collecter véritablement tous ces éléments et en étant donc le premier maillon de la chaîne donc du test avant donc de pouvoir alerter et puis protéger la population, mais c'était vraiment ce premier maillon et ce premier challenge qu'il y avait à faire. Là ici on vous représente, alors il est pas complet même, si vous voyez déjà la complexité à ce niveau-là. Donc avec ce système SIDEP, donc avec la collecte des informations, donc qui est arrivé par plusieurs biais, plusieurs canaux, et puis d'aller redistribuer donc de l'information qui était collectée donc au niveau national. On va revenir sur les chiffres après. Et d'avoir donc véritablement tout ça donc dans un souci complet toujours de robustesse, de résilience et de scalabilité, parce que on le voit et on l'a vu, c'était vraiment donc ce phénomène grandissant au niveau de l'évolution du virus. Donc on a fait un fonctionnement avec une agilité, mais une agilité, j'allais dire de façon forcée, par rapport donc avec les grandes étapes et sur l'évolution du système d'information. Mais là aussi, je reviens par rapport aux évolutions du virus, les innovations qui apparaissaient, donc en termes de dépistage. Donc là, au fil du temps, on voit qu'on a intégré, donc au départ, il n'y avait que de la sérologie, puis après, donc il y a eu les RT-PCR, enfin les tests RT-PCR, avant d'arriver sur les tests antigéniques. Au niveau des tests antigéniques, il y avait aussi, et même au niveau des RT-PCR, l'innovation après de mettre en place donc des systèmes de criblage. Et donc, il a fallu adapter très très rapidement et par rapport aux différents tests qui apparaissaient et les possibilités de ces différents tests. Donc là, on retrouve donc les 5 étapes principales, mais dans sa durée de vie et en situation de crise. Donc SIDEP est allé beaucoup plus loin et on a eu jusqu'à 14 évolutions majeures, mais c'était pratiquement de l'évolution quotidienne. Voilà. D'un point de vue technique, là, on a relevé aussi un défi complet parce qu'il fallait travailler, donc faire du temps réel. Hein, là, c'était pas de dire OK, on fait une collecte et puis on regarde les résultats une semaine après. Donc, on était véritablement en temps réel pour pouvoir prendre ensuite les décisions. Donc, comme on l'a expliqué, ça a été monté très très rapidement, 6 semaines pour relever ce défi technique. Et donc derrière, il y a eu plus de 250 serveurs hein, qui ont été mis en place. Tout ça pour aller donc jusqu'à la fin de la situation de crise, le 30 juin 2023, par rapport à la réglementation européenne qui terminait la gestion d'un pass sanitaire. Mais donc ça, c'est vraiment sur cette partie situation de crise. Donc on a dit une robustesse, 500 laboratoires connectés, mais en fin de compte, c'est 4400 sites
qui ont été connectés, qui ont permis de collecter la totalité des résultats de test. On a atteint plus de, je crois, 99% des résultats de test donc, qui ont été collectés nationalement donc, au niveau de ce système d'information. Avec là aussi de nombreux pharmaciens donc, sur toute la partie avec les dépistages par les tests antigéniques. Voilà, énormément de pharmaciens, les infirmiers, les médecins, mais aussi d'autres professions. Donc, je reprends aussi les chirurgiens dentistes, les masseurs kinésithérapeutes, les sages-femmes, tout le monde, tout cet écosystème donc, qui est intervenu dans ce système national et pour venir récolter de l'information. Donc là aussi, au départ, l'objectif c'était de dire 100 000 résultats de tests. Donc ça c'était au départ. Et moi, je retiens, là vous verrez, je retiens moi toujours la date du 7 janvier 2022, où dans la journée, je dis bien dans la journée, on a collecté plus de 2,5 millions de tests. Et donc, évidemment, la veille, c'était 2,4 millions, le lendemain aussi 2,4 millions, mais on était vraiment sur de la très, très grosse capacité. Et donc, d'avoir un système d'information qui soit en capacité d'avoir cette robustesse, de pouvoir accepter tous ces éléments et donc de pouvoir les redispatcher aussi donc vers tous les consommateurs et d'avoir donc toute cette possibilité. Là, vous l'aviez, je pense, pratiquement tous utilisé. Il y avait aussi donc la mise en place du pass sanitaire avec un système, donc un portail pour pouvoir récupérer le pass sanitaire. On a dépassé, donc on était à 100 000 citoyens en moyenne qui accédaient à ce site. Et on a eu des pics, effectivement, à plus de 1,7 million pour venir récupérer son pass sanitaire, donc qui avait été généré par rapport aux résultats de test. Toute la partie sécurité aussi, on a eu beaucoup de contrôles CNIL. On a été très très vigilant sur la sécurité du système et sur la protection des données de tous les citoyens. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est à noter. Et donc avec cet ensemble, donc on a eu 11 contrôles CNIL complets. Et à chaque fois, donc on a répondu à toutes les exigences, tout ce qui avait été demandé par rapport à ça. Et puis, ça a été un formidable accélérateur du numérique en santé. Et donc là, par rapport véritablement aussi à notre vocation au niveau de la délégation, donc d'avoir une harmonisation sur la codification même des résultats de tests, là aussi, innovation biologique avec de nouveaux tests, de nouvelles possibilités et donc l'intégration d'une codification spécifique. Je parlais par exemple des criblages où on a mis en place en express des systèmes pour pouvoir codifier tout ça. Donc là aussi, on a les accès donc à cette partie de sécurité et autour donc de ProSanté Connect, donc qui permet d'avoir une sécurité au niveau des professionnels de santé pour accéder aux données. Donc un accélérateur aussi à ce niveau-là. Tout ce qui concerne l'identitovigilance, donc les travaux avec l'assurance maladie et puis là aussi leurs outils, les services qui sont apportés par eux. Et puis là aussi, déploiement Mon Espace Santé, c'est-à-dire que les fameux certificats, et je pense que certains d'entre vous ont encore leur certificat de test, donc qui a alimenté Mon Espace Santé. Donc ça a été aussi un cas d'usage et permettre le déploiement de Mon Espace Santé. Une messagerie aussi sécurisée de santé, donc ça pour tous les professionnels, et aujourd'hui toujours en développement, pour pouvoir donc utiliser cette messagerie sécurisée de santé. Et là, je vous parlais aussi, donc c'est un travail qui a été fait aussi au niveau européen, notamment donc autour du certificat et de pass sanitaire. Alors il y a une partie sur les tests antigéniques en eux-mêmes où on a travaillé avec l'Europe pour certifier donc les tests qui étaient mis à disposition. Et puis, donc autour de la génération de certificats, donc des travaux pour avoir un pass sanitaire européen et qui depuis d'ailleurs est repris au niveau de l'OMS pour pouvoir étendre le dispositif si le cas se présente à nouveau. Je te laisse peut-être... Oui, tout ce que Yves vient de vous présenter, c'est ce qui a pu être mis en œuvre grâce à la collaboration inédite des pouvoirs publics, des acteurs économiques qui développent les systèmes de gestion de laboratoire et bien évidemment de la communauté des biologistes. Donc grosso modo,
le facteur clé de la réussite de toute cette aventure, c'est pas les 250 serveurs, c'est pas les 4400 sites connectés, c'est vraiment la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que ça marche. Concrètement, pour arriver à mettre en place un tel dispositif, encore une fois, ça a été inédit et ça faisait des années qu'on parlait de l'intérêt de remonter de la donnée des laboratoires de biologie médicale à des fins de santé publique et d'épidémio. Ben, ça a été une mobilisation d'abord très opérationnelle par des équipes techniques qui avaient les épaules pour le faire et en l'occurrence à la DSI de l'AP-HP. Ça a été ensuite la mobilisation côté pouvoir public également d'experts en interopérabilité, justement pour suivre toutes les évolutions scientifiques du monde de la biologie et des technologies de dépistage et donc adapter à chaque fois les formats des documents, des informations, des données qui allaient devoir être remontées et la manière dont elles allaient pouvoir être traitées. Ça a été également la mobilisation du côté des éditeurs de logiciels et des experts de l'interopérabilité qui, du point de vue industriel, ont vraiment été sur les chapeaux de roue pour faire les évolutions techniques nécessaires pour permettre à ces données de biologie médicale de remonter au niveau national et d'être, comme l'a dit Yves, réutilisées pour produire les fameux QR codes qu'on a tous utilisés, pas toujours avec grande joie, mais voilà, qui nous ont été quand même vachement utiles en temps voulu, qui a permis d'avoir toutes les données statistiques de suivi de l'épidémie au quotidien et de voir quelles étaient du coup l'évolution en termes d'incidence, etc., etc. Et bien évidemment, ça a été la mobilisation des professionnels de santé. On pense bien évidemment en premier lieu aux biologistes et en particulier aux biologistes en ville, mais également, dans une moindre mesure, les pharmaciens et les médecins libéraux qui ont eux aussi fait des tests, notamment au moment où les TROD ont commencé à se déployer, les tests antigéniques. Donc toute cette information qu'on a pu consolider, c'est vraiment grâce à la mobilisation des professionnels de santé, de leurs éditeurs de logiciels qui ont suivi en fait le rythme des évolutions nécessaires et du côté des pouvoirs publics d'avoir mis en place un petit peu ce cadre et cette ambition et surtout les infrastructures techniques pour faire remonter un petit peu tout ça. Ça a été un petit peu l'ingrédient qui nous a permis d'y arriver. Donc je reviens sur ce qu'on disait, hein, cet entrepôt CIDEP, c'était un projet qui était cher au cœur des biologistes. Avant, dans les années 2015-2019, on essayait de construire ce qu'on appelait le dossier médical biologique. Bon, ça n'a pas marché. Mais par contre, très vite, dès le début, fin 2020, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on pérennise cet outil. Pour plusieurs raisons, hein. Déjà pour des raisons de gestion de crise sanitaire. Si on avait eu cet outil dès le départ, est-ce qu'on aurait été obligé de confiner? On se pose toujours la question. Il ne faut pas oublier qu'un jour de confinement, je crois que... non, c'était une semaine, c'était 6 milliards d'euros par semaine. Donc c'est pas anodin. Donc il y avait un vrai besoin au niveau des autorités sanitaires de pouvoir piloter les épidémies, que ce soit une pandémie ou des épidémies loco-régionales, hein, on pense au chikungunya, à la dengue, aux viroses respiratoires. Par exemple, on aurait eu l'outil pour piloter la grippe. Je pense que ça aurait été très intéressant et qu'on aurait évité le pic de saturation qu'on a eu dans nos hôpitaux. Et puis c'était un outil aussi, on souhaitait le pérenniser au niveau métier. C'était une vraie demande côté biologiste parce que les maladies à signalement obligatoire, on doit être à 73 ou 74 je crois aujourd'hui, chacune a son mode de signalement différent, chacun a son CERFA différent et c'est vraiment un casse-tête au quotidien pour pouvoir gérer ces pathologies et donc il y a une sous-déclaration qui est faite systématiquement. Mais au-delà même de ces maladies à signalement obligatoire, on peut imaginer, on aura un exemple tout à l'heure, la remontée des données pour les maladies cardio-métaboliques, pour le dépistage du cancer, parce que là encore, à l'heure actuelle, on a des systèmes d'information et de collecte d'informations qui sont tous différents et qui demandent donc au laboratoire de s'adapter à chaque pathologie, alors que ce serait beaucoup plus simple d'avoir un système unique qui permet de collecter l'ensemble de ces données. On va passer à la diapositive suivante. Et donc ce système, il doit répondre à 3 enjeux.
un enjeu d'interopérabilité, je ne vois pas d'ici. C'est trop petit. Bon, en tout cas, il doit répondre à ces 3 enjeux. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il doit être scalable. C'est-à-dire que vous avez un fonctionnement nominal où on a la collecte de données au quotidien et l'utilisation par Santé publique France, par les institutions, l'ARS, la CNAM, de ces données soit nominatives, soit pseudonymisées en fonction de l'interlocuteur. Et après, il y a des fonctionnalités qui vont pouvoir être activées au fur et à mesure d'une crise sanitaire et retrouver un fonctionnement comme on a eu avec CIDEP, l'ouverture à d'autres professionnels de santé, la génération de comptes rendus, la génération d'alertes et toute fonctionnalité qui peut servir à cette gestion de crise. Voilà, donc le projet reprend, on est heureux, il y a eu un petit flottement, mais il est enfin sur les rails et il va pouvoir nous servir très rapidement, j'espère. Professeur, un petit mot parce que oui. Vous avez créé beaucoup de choses et vous pilotez beaucoup de choses. Et merci beaucoup. Quelles sont les applications? Bonjour à tous. Alors, c'est super intéressant de pouvoir vous parler d'un autre cas d'usage, finalement, qui n'a a priori rien à voir, mais en fait qui peut être un copier-coller de cette super expérience qu'on a vécue dans une maladie aiguë, grave, qui impliquait toute la population. Et donc là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Je vais vous parler des maladies rénales. Les maladies rénales, en fait, c'est un serpent de mer. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je suis néphrologue. Ça fait 30 ans qu'on dit « Ah, ce serait bien de faire du diagnostic précoce. Ah, ce serait bien que tout le monde sache comment faire le diagnostic d'une maladie rénale. » Ce serait bien que les patients soient conscients qu'ils ont une maladie rénale. Et en fait, les problèmes auxquels on se heurte, c'est premièrement le caractère asymptomatique de la maladie rénale jusqu'à un stade très avancé de la maladie, donc qui empêche le patient d'être le lanceur d'alerte, on va dire, hein, sauf s'il a vraiment conscience de ses facteurs de risque, mais c'est quand même compliqué. Deuxièmement, la manière dont on fait le diagnostic des maladies rénales, qui en fait n'a pas changé depuis que j'étais à la fac, c'est-à-dire on fait une prise de sang et on fait un dosage. Par contre, la difficulté, c'est que les néphrologues ont élaboré depuis des décennies des tas de formules mathématiques qui permettent de mesurer la fonction des reins sur la base d'un dosage très simple dans le sang. Mais finalement, tout ça est resté quand même assez opaque, assez compliqué, pas très parlant. En particulier, pas très parlant pour les personnes qui ne sont pas néphrologues dans la communauté médicale. Ce qui fait que, et on ne peut pas du tout en vouloir à l'ensemble de nos collègues, franchement, faire un diagnostic de maladie rénale, quand on fait pour autant des dosages biologiques assez réguliers en ville pour surveiller ces patients, qui incluent la créatinine, bah, ce n'est pas du tout une évidence. Voilà. Et donc, si on résume, on se retrouve face à une maladie qui touche des millions de patients en France. Les maladies rénales, aujourd'hui, épidémiologiquement, c'est quand même le diabète et l'hypertension. Donc, vous voyez l'ampleur du problème. On a parlé en fait, et d'ailleurs c'est intéressant de faire le parallèle parce que ça fait des années que les néphrologues parlent d'une épidémie de maladies rénales et en réalité bah, ça avance doucement mais ça s'est pas arrêté et ça continue à se développer parce qu'aujourd'hui on ajoute l'obésité par exemple qui est aussi un cofacteur de risque et en fait l'insuffisance rénale chronique qui conduit à la dialyse et à la greffe avec tous les enjeux qu'on va pas détailler mais qui sont des enjeux de prise en charge, de santé publique, de coûts, de souffrance des patients, etc. et d'impact sur la qualité de vie, l'activité professionnelle des patients et tout ce qu'on peut imaginer. Bah, on a du mal à résoudre, on a du mal à travailler là-dessus parce qu'on n'a pas résolu tous ces freins. Et donc évidemment, quand on voit cette histoire, on a envie de s'en emparer et on a envie de s'en emparer au profit des patients insuffisants rénaux chroniques. Et on voit bien comment, et là ça me réjouit en fait de dire ça, mais je vais le dire peut-être plusieurs fois dans la journée, comment le numérique est vraiment un levier majeur d'accès aux soins, de diagnostic précoce, de shortcut vis-à-vis de l'errance thérapeutique, et que tout ça repose sur la biologie dans une maladie qui est un excellent exemple, puisque son diagnostic et sa prise en charge reposent, son suivi, etc., son pronostic, repose sur des facteurs éminemment biologiques. Alors pas exclusivement, mais c'est pas le cas de toutes les maladies non plus. Donc en fait, on voit bien comment là, on a très envie de transposer les choses et de pouvoir construire une chaîne de valeurs qui partent en fait de la biologie de ville. Parce que ce qui est aussi très intéressant, comme j'ai dit, c'est que beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de santé font faire des dosages de créatinine dans une perspective de bilan d'évaluation un peu générique de leurs patients. Et puis aussi parce que, à bon escient, ils surveillent la fonction rénale des patients qui ont des facteurs de risque de maladie rénale, principalement les diabétiques. C'est dans les guidelines et les recommandations. Mais là où on a un petit problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Et du coup, ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'avoir là des outils qui vont permettre d'alerter sur le niveau de fonction rénale.
dans les mains du biologiste, qui vont pouvoir se mettre en contact avec le professionnel, avec le patient éventuellement, et puis de créer toute une chaîne de valeur qui va aller du diagnostic, du dépistage, à la proposition d'une prise en charge, et à la mise en place de quelque chose qui pour les néphrologues aujourd'hui est quand même un moment très important. On s'est quand même un peu ennuyé en termes d'innovation en néphrologie pendant quelques années, à vrai dire, depuis l'érythropoïétine. Enfin, moi, j'ai un peu dormi. Mais là, on est content parce qu'il y a des tas de molécules qui arrivent sur le marché et qui changent le cours des maladies rénales. C'est-à-dire, on a vraiment des moyens thérapeutiques aujourd'hui de pouvoir dire à un patient, bah, votre fonction rénale, on peut la protéger. Alors, c'est pas qu'on faisait rien avant, mais disons qu'on est passé à la vitesse supérieure avec des thérapeutiques qui sont assez impressionnantes dans leur efficacité. Encore faut-il évidemment dépister les patients. Donc, tout ça, c'est vraiment une conjonction d'événements qui nous paraît super intéressant pour mettre la maladie rénale chronique vraiment au premier plan de ce que l'innovation digitale et de ce que la réunion de finalement toute une chaîne de professionnels partant des biologistes avec les pharmaciens, la médecine de ville, les CPTS, les maisons de santé, etc. Et les néphrologues qui, je vous rappelle, ne sont que entre guillemets 1000 en France à peine, hein, ou même moins, pour plusieurs millions de patients. C'est aussi un enjeu de pouvoir faire en sorte que le patient autenté, il ait vraiment accès aux professionnels de santé dont il a besoin. Donc soit il reste dans les mains de son médecin traitant parce qu'il y a une prise en charge préventive à mettre en place que le médecin peut mettre en place, soit il a besoin d'aller voir le néphrologue, mais on ne veut pas non plus, nous, les néphrologues, voir tous les patients qui ont une insuffisance rénale, enfin une maladie rénale diagnostiquée sur une biologie si elle est très précoce, parce que peut-être c'est pas utile. Donc ça, on voit vraiment comment ça peut transformer vraiment des parcours de soins et comment nous, on en attend énormément, et puis c'est un petit peu ça qu'on a réfléchi avec Bruno et d'autres partenaires dans un projet autour de la prévention et le diagnostic précoce des maladies rénales, dont on espère bientôt pouvoir y travailler davantage et le mettre en œuvre pour avancer sur ces questions-là, qui sont vraiment encore une fois, c'est un serpent de mer depuis des années. Hein, donc, et c'est vraiment assez passionnant de voir comment cette épidémie finalement nous amène à rebondir sur des choses fascinantes qui vont nous permettre de débloquer des situations. Alors évidemment, c'est pas que ça, hein, c'est la disponibilité technique, notre capacité à mettre en place des systèmes informatiques, de les sécuriser, etc. Mais cette expérience-là, évidemment, permet d'ouvrir des portes tout à fait intéressantes pour des maladies comme les maladies rénales. On a essayé de présenter assez rapidement beaucoup de choses pour pouvoir vous laisser le temps. Alors le professeur part vers 10h35, nous on a jusqu'à 10h45. Est-ce que vous auriez une question ? Je vous en prie. Oui, j'en ai même deux. La première, c'est je comprends pas très bien. Enfin, vous avez dit qu'effectivement, après le CIDEP, il y a eu un creux et ça a redémarré. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été, au contraire, saisi au vol pour en faire un outil définitif de remontée d'un... Bon, première question. Et la deuxième, j'aimerais bien connaître votre processus. Vous parlez donc de... Ça va consister en quoi, votre projet ? Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu garder CIDEP tel qu'il était pour le maintenir ? En fait, la base légale sur laquelle s'appuyait le dispositif CIDEP, c'était un dispositif législatif qui était lié à l'état d'urgence sanitaire. Du coup, on a maintenu techniquement les infrastructures jusqu'en 2024, l'été 2024. Et en parallèle, on a commencé à construire les bases techniques de la BOSI pour justement prendre la suite. Là où, comme le disait Bruno, maintenant on remet un petit peu d'énergie, c'est que ça y est, c'est bon, les infrastructures techniques, elles sont là, elles sont disponibles pour pouvoir justement réamorcer la pompe et faire en sorte que les résultats d'examen de biologie des maladies à signalement obligatoire puissent se retrouver disponibles à des fins d'épidémiologie et de santé publique. Non, et pour compléter, le système qui avait été construit au départ en 2020 était un système très pragmatique où on s'est appuyé sur l'existant. Donc je ne veux pas dire qu'on a bricolé, mais ça a tenu, mais pas loin. C'était du bricolage et il fallait absolument qu'on reparte, qu'on reconstruise un système d'information qui s'appuie sur des standards d'interopérabilité normés et qui puissent être utilisés par tous les acteurs. Ce qui n'était pas du tout le cas pour CIDEP. Donc c'était important de repartir sur des bases saines qui peuvent être pérennes dans le temps. Alors concernant les maladies rénales, l'idée en fait, si vous voulez, c'est de mettre bout à bout à la fois différents types d'acteurs, des composantes liées à l'innovation digitale, des outils digitaux qui vont tous ensemble nous permettre d'élaborer cette fameuse chaîne de dépistage et de prévention.
L'idée, c'est vraiment que, à partir des données qu'on a dans les bases de biologie médicale de ville, et Bruno, tu vas pouvoir commenter aussi là-dessus, mais qu'on puisse aller rechercher des informations qui sont déjà quelque part engrangées quelque part, parce qu'on a beaucoup d'entre nous eu une prise de sang sur laquelle il y avait un dosage de créatinine. L'idée, c'est d'aller chercher cette dosage de créatinine et de pouvoir le décrypter, de l'interpréter à la lumière des facteurs de risque spécifiques d'un patient. Donc en utilisant là, par exemple, des scores de risque qui existent et qui peuvent être des outils tout à fait majeurs pour ne pas se retrouver avec une quantité phénoménale de patients qui n'ont pas une créatinine normale, mais plutôt de pouvoir faire de la médecine personnalisée, c'est-à-dire de classer les gens en termes de niveau de fonction rénale, de niveau de facteurs de risque, et du coup derrière, ça paraît une évidence, mais encore faut-il pouvoir le mettre en place, d'avoir des outils pour construire des parcours de prévention. Et là, l'idée de construire des parcours de prévention, c'est vraiment de le faire à partir de la ville, à partir des CPTS, qui ont, je vous rappelle, des budgets et des projets de mise en place sur différents axes qu'ils peuvent choisir en fonction des régions autour de la prévention. Donc c'est de collaborer entre spécialistes et tous les professionnels de santé d'une région donnée pour construire des parcours de prévention et orienter dans une région donnée en fonction du contexte local les patients en fonction d'une caractérisation tout à fait spécifique basée sur différents acteurs qui sont capables d'apporter des scores de risque permettant vraiment de rentrer dans une médecine personnalisée. Et c'est probablement ça qui a freiné cette réflexion pendant des années en néphrologie, c'est que les néphrologues ne voulaient pas non plus trop se retrouver avec tout patient qui avait une créatinine qui dépassait 120 micromoles par litre, parce que c'était ingérable. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer que l'ensemble de ces patients soient adressés dans des consultations de néphrologie où moi j'ai 1 an d'attente à ma consultation de néphrologie. Donc vraiment l'idée c'est aussi de faire de l'orientation spécifique de manière à essayer de trouver spécifiquement la bonne prise en charge au bon moment pour le patient donné. Alors, ça sous-entend aussi de mettre en place des outils qui sont, encore une fois, très liés au numérique. On a aujourd'hui des plateformes qui sont capables de produire des RCP asynchrones, par exemple. C'est quoi une RCP asynchrone? C'est des experts en néphrologie qui vont pouvoir se rendre disponibles pour donner un avis sur un dossier en 24 heures pour un collègue en ville, diabétologue, généraliste, cardiologue, qui a besoin de poser une question. Ce qui va permettre, et c'est là la clé, que le patient reste pris en charge dans son écosystème par son écosystème médical existant et qu'on ne soit pas forcément obligé de lui dire maintenant tu vas voir le néphrologue, ce qui va prendre du temps, on n'aura pas la réponse tout de suite, etc. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de pouvoir aller vraiment dans une customisation optimale, c'est-à-dire une sélection des facteurs de risque du patient pour vraiment faire un match entre l'offre de soins dont il a besoin et sa situation à un temps donné, évidemment, tout ça étant évolutif. Et c'est intéressant de voir que la mise en œuvre de ce type de stratégie, elle repose à la fois sur du collectif humain, et ça reboucle complètement avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire avec la capacité des néphrologues de sortir de leur bureau pour aller travailler avec des biologistes, des radiologues, des pharmaciens, des communautés de CPTS. Et on a vu l'évolution ces dernières années, et des patients bien entendu, hein, on a vu l'évolution ces dernières années de cette capacité à collaborer. Et puis aussi, ça nécessite d'avoir des outils digitaux qui ont émergé et dont on a vu la puissance quand même incroyable, qui ont émergé ces dernières années et dont on sait aujourd'hui ce qu'ils peuvent nous apporter. La conjonction des deux nous donne beaucoup d'espoir pour transformer enfin des circuits de prise en charge sur des maladies qui ne font qu'augmenter et sur lesquelles, pour être honnête, on n'a pas tellement été qualitativement meilleur ces 15 dernières années en néphrologie. Bonjour, moi je suis médecin entrepreneur. C'est une question de technologie biologique parce que c'est la technologie qui décide tout. Dans 5-6 ans, qu'est-ce qu'on aura en ambulatoire en termes d'hématologie, d'infectieux ou de métabolique d'après vous? C'est-à-dire un patient chez lui pourra avoir à disposition, via le numérique, sa glycémie, sa numération, etc. Dans le sang, dans les urines, etc. Oui, alors on n'est pas sur le même champ. Là, on est. Les outils connectés vont permettre d'accompagner au quotidien les patients, vont permettre de développer en relation avec le professionnel de santé qui le prend en charge une médecine plus personnalisée. Mais on aura toujours besoin de biologie peut-être plus spécialisée,
C'est vrai qu'une glycémie faite au bout du doigt, elle a autant de validité qu'une glycémie faite chez nous. Par contre, sur une sur une formule sanguine, sur de l'infectieux, sur de l'hormonaux, tout ça, pour l'instant, mais ça viendra, hein, on est tout à fait d'accord. Après, au niveau du biologiste, reste aussi son expertise. Il ne faut pas oublier que c'est un professionnel de santé et que c'est pas que quelqu'un, que c'est pas une personne qui génère du chiffre. Derrière, elle est là aussi pour l'interpréter et pour accompagner ses confrères dans la prise en charge du patient. Juste de façon très précise, est-ce qu'on aura une numération formule sanguine disponible à domicile dans 2-3 ans? Est-ce qu'on aura le métabolique aussi? Alors, on n'aura pas de numération formule sanguine disponible dans 2-3 ans à domicile. On aura une hémoglobine, on aura une CRP, mais on n'aura jamais une numération formule sanguine. Pour l'instant. Ça viendra, très certainement. Il y a des technologies qui arrivent, mais on a encore des difficultés à faire de la reconnaissance de cellules à travers la peau ou même sur des dispositifs qui sont miniaturisés qui pourraient permettre de faire une numération. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous donnera. Mais on est déjà capable d'avoir une quarantaine de paramètres à domicile. Alors certains plus ou moins qualifiés, mais on est encore, ça avance très très vite. Juste une petite question, en écoutant votre développement et tout ça, le premier truc qui me venait moi à l'idée, c'était l'IH. Est-ce qu'il y a des applications de prévues pour ça? Parce que les patients, alors les femmes enceintes, RH-, etc., et aussi tous les gens polytransfusés qui ont le malheur de voyager en été. Alors, c'est un vrai sujet que les biologistes essayent de pousser au niveau des autorités publiques. Alors, c'est vrai que l'EFS est un peu aussi un État dans l'État, hein, comme la CNAM. Ils ont voulu, ils ont travaillé sur un collecteur national des données d'immunohématologie, mais qui pour l'instant bat de l'aile. Une des pistes, c'est de s'appuyer sur mon espace santé et de faire un dossier transfusionnel dans mon espace santé, mais pour l'instant, c'est difficile. Mais c'est un vrai sujet, je suis entièrement d'accord avec vous. Et pour le coup, mon espace santé serait pour moi le meilleur outil. Bonjour à tous. Dans cette aventure du CIDEP, vous n'avez pas mentionné un type d'acteurs qui sont les grands réseaux de laboratoires de biologie médicale. Je voulais avoir un petit retour d'expérience, aussi bien de la part du syndicat représentatif de la profession que des pouvoirs publics, sur la façon dont le dialogue s'était passé et quelles leçons vous pouvez en tirer peut-être pour le futur, pour la mise en place de ces outils que vous appelez de vos voeux. Alors, j'en ai parlé au tout début et très vite, c'est ce qu'on appelle le réseau 3 labos. Le réseau 3 labos, il regroupe Biomnis, Cerba, donc, qui sont des laboratoires de ce qu'on appelle de seconde intention. Hein, quand un laboratoire qui prend en charge un patient a un examen dit spécialisé, donc la notion de spécialisé dépend du volume en fait, on envoie ça à un autre laboratoire. Et donc Eurofins, Cerba ont créé ce réseau avec Santé publique France. Je crois que ça a démarré en 2012, un truc comme ça. Et après, Innovi l'a rejoint en 2020. Mais le problème de ce réseau-là, c'est qu'il ne peut pas servir à piloter une épidémie. Parce que vous avez des retours, bon, déjà qui ne sont pas au jour le jour, hein, parce qu'il y a les délais de transport, vous avez un certain nombre d'éléments qui compliquent la remontée et la gestion en temps réel. Et puis en plus, vous avez des disparités territoriales qui sont très importantes. Donc ça ne permet pas de construire l'ensemble ça ne permet pas de couvrir l'ensemble du territoire national. Et pour leur implication, moi je fais partie d'un grand groupe hein, qui s'appelle Innovi. Tous les grands groupes se sont impliqués dès le départ dans la pandémie
même en amont presque que certaines, en tout cas dès janvier, on a commencé donc à s'impliquer bien sûr sur la remontée de données, mais aussi, faut pas oublier le chaos que c'était pour récupérer des réactifs, les matériels de protection, les automates pour réaliser les examens. On a aussi énormément innové sur les circuits d'approvisionnement. Hein, on est passé par des circuits qui étaient complètement inédits, qui ressemblaient un peu au circuit du trafic de la drogue ou des trafics d'armes. Et vous aviez des acheteurs, notamment qui étaient en Chine, sur le tarmac en Chine, qui se battaient à coups de milliers de dollars pour savoir où l'avion allait atterrir. Donc c'était vraiment c'était très très chaotique. Et après l'État a essayé de réguler tout ça, mais ça s'est fait beaucoup plus tard. C'est-à-dire que la régulation est arrivée en juin, en septembre, et on était déjà tous équipés et on avait déjà, on était capable de répondre à la demande des patients. Juste un mot pour ajouter, et Yves va compléter. Si on n'avait pas eu un regroupement des laboratoires structurés dans des régions avec des plateaux techniques pas trop éloignés, on n'aurait jamais pu rendre en fait en temps réel les résultats de cette manière. On avait au départ dans notre vie 4300, 4400 labos répartis sur l'ensemble du territoire, mais qui ne travaillaient pas entre eux. Le fait d'accélérer par une réforme qui a eu lieu sur la loi de la biologie a permis de concentrer sur un certain nombre, en général à peu près 600 plateaux techniques, et ça a permis d'avoir un lien direct où les machines arrivaient sur les plateaux techniques, les prélèvements arrivaient là, et on avait quasiment, avec le système qu'ils nous ont proposé, arrivé à rendre en temps réel. Si on n'avait pas eu ce maillage-là, on n'aurait pas pu le faire. Et donc c'est vrai que c'était un élément déterminant, parce que, comme l'a dit Bruno, sans être trop provoquant, on était dans un état de guerre. Il fallait allonger les milliers de dollars pour que l'avion vienne chez nous. Les machines, on n'était pas sûr, même si on les avait payées, qu'elles arrivaient chez nous. Donc c'était complètement ubuesque. Et en fait, on a eu des avions qui sont partis en Afrique du Sud, qui sont partis un peu partout dans le monde. Et c'était complètement dingue. Et donc ça, je crois que les gens s'en sont pas rendus compte. Mais pour nous, ça a été un challenge d'organisationnel, d'approvisionnement. Et on donnait même au système hospitalier français des matériels qu'ils ne réussissaient pas à se procurer. Moi, à Tours, j'ai donné des écouvillons, j'ai donné des choses parce qu'ils n'arrivaient pas à les acheter eux. Donc, c'est vraiment, on s'est mis dans le privé, dans le bain, pour essayer de trouver des solutions innovantes. Et là, on en a trouvé aussi. Yves ? Oui, je voulais juste compléter justement sur cette collaboration où c'est vraiment tout le monde et il fallait véritablement, donc nous au niveau du ministère, c'était vraiment du quotidien, hein, c'est pas dire non, c'était même pas un hebdomadaire. Les travaux, alors si on avait des points hebdomadaires de toute façon avec toute la biologie, mais aussi tous les autres professionnels de santé, et c'est vraiment cette osmose, je dirais, qui a permis de cette réussite, hein, enfin moi je le dis comme ça. Donc par rapport à tout ce défi, effectivement il y avait ce défi technique et puis sur toute la chaîne de production, mais c'est vraiment ce défi humain et c'est ce qui nous a permis, en travaillant tous ensemble, d'aboutir à ce résultat, quoi. Merci beaucoup. Il est 45, il faut qu'on rende l'antenne, comme on dit. Merci à nos intervenants et puis merci surtout à nos collègues qui nous aident à la DNS parce que vraiment, c'est comme ça qu'on va y arriver avec Labo ici. Merci beaucoup.